Salut à tous! Aller à la selle, déféquer, faire popo, chier, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours ou presque et sans trop y penser. Chez certains, c'est plusieurs fois par jour, chez d'autres, c'est 2 fois par semaine, et c'est normal car nous avons tous des organismes différents. Ça ne pose pas de problème quand on va à la selle au moins tous les 3 jours et que ce n'est pas trop dur. Mais parfois, ça coince. Allez, aujourd'hui, on va parler caca. La constipation, c'est un problème archi fréquent, puisque ça touche près de 15 à 20% de la population, et surtout les femmes. C'est pour ça que vous dites que certaines sont coincées du cul? Hippocrate, il faut vraiment qu'on prenne le temps de discuter tous les deux de l'évolution des droits des femmes depuis l'Antiquité. Ah, c'est donc pas ça. Bon. Pour comprendre pourquoi le système digestif est parfois paresseux, il faut revenir aux fondamentaux. Ça, c'est votre tube digestif. Il commence par la bouche, avec les dents qui mâchent les aliments, les glandes salivaires qui lubrifient le tout, la langue qui propulse le bol digestif dans l'œsophage, puis tout cela descend dans l'estomac. C'est là que commence la première étape de la digestion. Des sucs gastriques sont produits par la paroi de l'estomac pour dissoudre les aliments. Ils sont très acides et finissent le travail des dents en transformant les aliments en une bouillie semi-solide. Une fois cette étape franchie, on passe dans le duodénum pour récupérer les enzymes qui viennent du pancréas et la bile qui vient du foie. Toutes ces molécules vont permettre d'achever ce qui restait de solide et de le transformer en caca avec la couleur qu'on lui connaît, marron. Et oui, c'est la bile qui donne sa couleur brune aux selles, ce qui explique que quand on a un problème hépatique, un problème au foie, on ait des selles qui puissent se décolorer et devenir plus claires. Et c'est aussi pour ça que quand on a un problème de foie, on devient jaune. C'est cette bile qui s'accumule à un point où elle se dépose dans les tissus, et notamment la peau. Je l'explique parfaitement bien dans ma théorie des humeurs. La bile est... Hippocrate, ce n'est pas le sujet de la vidéo, tu développeras dans une autre vidéo, promis. Oh oui, et je créerai mon émission à moi, rien qu'à moi. Mettez un petit commentaire si vous voulez voir ça. Moi, j'ai déjà hâte. À partir du duodénum, les aliments ont été suffisamment broyés pour commencer à libérer des nutriments, comme les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux, les fibres, etc. Et ceux-ci vont commencer à passer dans le sang. Ensuite, on arrive à l'intestin grêle, organe de près de 7 mètres de long, qui est divisé en 2 parties. Le jéjunum, dont les anses sont horizontales, et l'iléon, dont les anses sont verticales. À la fin de celui-ci, la quasi-totalité des gros nutriments a été absorbée et il ne reste plus que l'eau, les électrolytes, comme le sodium et le potassium, et les déchets qui formeront les selles. Tout cela termine dans le cécum qui forme le début du côlon et sur lequel se greffe l'appendice. Promis, on parlera de l'appendicite dans une autre vidéo. De là, les matières n'ont plus qu'un mètre et quelques à parcourir dans le gros intestin, divisé en côlon droit, transverse, gauche et sigmoïde. L'eau et les ions ont alors été réabsorbés et les selles prennent leur aspect définitif pour être stockées dans le rectum en attendant d'être expulsées par l'anus. Normalement, tout ce gros machin prend environ entre 18 et 80 heures chez une personne normale en bonne santé. D'où la définition de la constipation qui est d'avoir moins d'une selle par 72 heures, soit 3 jours. Mais il y a un autre élément dans la définition dont on n'a pas encore parlé, c'est la consistance des selles. Si elles sont trop dures, elles peuvent conduire à des difficultés à évacuer. Et pour définir cela, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la fantastique, la fabuleuse, l'inimitable échelle de Bristol. Ah oui, si vous ne saviez pas que c'était une mauvaise idée de manger devant cette émission, bah maintenant vous le savez. Pour savoir si les selles sont de consistance normale, on les compare donc avec cette échelle de Bristol. Si les selles sont de catégorie 3 à 4, elles sont normales. Pour les catégories 5 à 7, cela correspond à des diarrhées, des selles qui sont trop molles. Enfin, les catégories 1 à 2 sont des selles trop dures qui entraînent donc une constipation. Voilà, ça c'est la définition un peu brute de ce qu'est la constipation. Alors forcément, il y a des nuances à apporter. On peut très bien se sentir constipé en ayant eu des selles il y a moins de 48 heures. De la même manière, certaines personnes vont à la selle seulement 2 fois par semaine, voire une seule, et ne se sentent absolument pas constipées. Chaque organisme est différent. Maintenant, la question se pose de savoir pourquoi. Avant tout, on considère 3 types de constipation différents. La constipation occasionnelle qui arrive lors d'un contexte particulier comme un long voyage en avion, un voyage en voiture, le fait de rester alité longtemps ou bien encore la grossesse,
Elle cède facilement sous traitement symptomatique, ne dure pas longtemps et ne récidive pas en dehors de ce contexte favorisant. La constipation secondaire, qui est due à une autre pathologie médicale et qui, là, de toute façon, nécessitera une consultation médicale. On peut citer par exemple l'hypothyroïdie, le diabète, les tumeurs du tube digestif. Il ne faut pas oublier dans cette catégorie les médicaments. En effet, beaucoup de médicaments peuvent constiper et l'apparition de troubles du transit à l'introduction d'un nouveau médicament doit absolument faire soupçonner un effet secondaire de ce dernier. Les principaux en cause sont les opiacés comme la morphine ou la codéine, certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, certains diurétiques et les compléments alimentaires à base de fer. Nous, on avait surtout le choléra comme cause secondaire de constipation. On appelait ça le choléra sec. Mais il faut dire qu'on se lavait pas souvent les mains et que les ouvriers puisaient l'eau quelques mètres en aval des sorties des eaux usées de la ville. Maintenant, ça a disparu, mais à l'époque, ça tuait pas mal de monde. Et puis toutes les maladies peuvent constiper en fait. On en avait plein des patients qui avaient des problèmes tout autres et qui se constipaient par réflexe. En effet, Hippocrate décrivait très bien le concept d'ileus réflexe. Et ouais, presque 2000 ans avant l'invention du microscope, les Grecs sont dans la place. L'ileus réflexe, c'est quand les intestins réagissent à une agression du corps et ralentissent automatiquement. Cela permet à l'organisme d'envoyer son énergie sur le lieu du problème pour le combattre plus efficacement. Cela peut être une infection, un traumatisme physique, voire un choc psychologique. Dans ces cas-là, vu qu'il y a un problème ailleurs, la digestion ce n'est pas ce qu'il y a de plus important et donc cela doit ralentir. Enfin, et c'est la catégorie la plus fréquente et de loin, il y a la constipation maladie. Elle n'est pas déclenchée par quoi que ce soit, elle est fluctuante mais présente tout au long de la vie, elle n'a pas de cause définie. Cette constipation s'associe parfois à des douleurs et d'autres symptômes et s'intègre alors dans ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable ou SII, encore appelé le trouble fonctionnel intestinal TFI. De jolis acronymes pour dire qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, bien que les symptômes soient réels. Attention, ça ne veut pas du tout dire que c'est dans votre tête ou que vous simulez. Les symptômes sont bien présents, ils sont réels, mais on ne sait pas les expliquer avec ni les biopsies ni l'imagerie. A priori, ce ne sont ni des causes infectieuses, ni des causes génétiques, jamais des causes de malformation ou de tumeurs. On ne sait pas les expliquer. A priori, ce serait plutôt un ensemble de circonstances qui feraient l'apparition des symptômes. Et oui, je suis désolée, aujourd'hui, aucun mystère de la vie ne vous sera révélé, car en fait, on n'en sait rien. Mais certaines causes semblent s'imbriquer pour concourir à l'apparition des symptômes. Tout d'abord, il y a probablement un fort impact du microbiote intestinal, cet ensemble de milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. De nombreux chercheurs publient sur le sujet et bien que les études en soient encore à leur début, on comprend de mieux en mieux les relations entre toutes ces bactéries et notre tube digestif. Il est à peu près certain aujourd'hui que les personnes ayant des troubles du transit chronique n'ont pas le même microbiote intestinal que la population générale. Cependant, les recherches pour trouver des traitements efficaces pour combattre ces mauvaises bactéries et les remplacer par des bonnes ne sont pas encore très satisfaisants et les résultats des études sont contradictoires. La plupart des chercheurs concluent à une potentielle efficacité des prébiotiques et des probiotiques, ces petits concentrés en gélules de bonnes bactéries qui sont censés rééquilibrer votre flore intestinale, mais ces produits doivent toujours être pris en concertation avec votre médecin et surtout jamais sur Internet. Non, vraiment, vous savez pas ce que vous achetez sur Internet. C'est à peu près aussi fiable que d'acheter des esclaves par correspondance. Vous payez pour une vingtaine de vierges nubiennes, aux cuisses généreuses, et vous vous retrouvez avec à peine une douzaine de vieilles édentées borgnes, dont la moitié vont mourir de dysenterie au cours du mois qui vient. Sérieux, faites pas ça. Dans les autres causes de la constipation, on a également fréquemment un ralentissement du transit. Les aliments et les déchets circulent dans le tube digestif grâce au péristaltisme de l'intestin. Ces muscles se contractent et se relâchent les uns après les autres pour faire progresser le bol alimentaire dans le tube digestif, un peu comme un ver de terre qui se déplace. Mais parfois il arrive que ces contractions soient trop lentes ou pas assez nombreuses, ce qui fait que le bol alimentaire va avoir du mal à progresser dans le tube digestif.
D'ailleurs, l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez avoir des contractions qui sont complètement anarchiques et désordonnées, ou alors trop rapides, et qui ne vont pas réussir à faire avancer les déchets dans le tube digestif. Enfin, on peut avoir un temps de transit parfaitement normal, mais un problème d'évacuation des selles. C'est ce qui se passe quand on a un prolapsus, un problème anal, des hémorroïdes, ou encore des troubles neurologiques, par exemple chez les paraplégiques. Dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment de constipation, mais plutôt de troubles de l'évacuation. La première étape est de déterminer si la constipation est due à une autre pathologie, potentiellement grave, comme une tumeur ou tout autre problème digestif, et plusieurs signes doivent alerter en ce sens. Si vos selles sont très grasses, ou alors qu'elles flottent dans la cuvette, qu'elles tachent le papier, ou encore que vous perdez du poids, c'est le signe d'une malabsorption, ce qui ne se retrouve pas dans les constipations bénignes. Il faut donc absolument consulter un médecin. Si vous avez du sang dans les selles, des glaires, du pus ou que les selles sont particulièrement malodorantes, c'est probablement le signe d'une infection ou d'une maladie digestive et il faut absolument consulter un médecin. Si la constipation persiste plusieurs mois malgré un traitement symptomatique et un changement d'alimentation, ou encore que vous avez des signes généraux comme de la fièvre, une perte de poids, une fatigue intense et anormale, ou que vous avez des antécédents de cancer ou de maladies graves, dans tous ces cas-là, vous avez compris, une consultation médicale s'impose. Dans un premier temps, le médecin effectuera un examen clinique pour rechercher des signes généraux, des symptômes latents et pour vérifier que la constipation n'est pas due à un problème local et facilement curable, comme des hémorroïdes, un problème anal quelconque ou alors un fécalome. C'est un bouchon de caca. Ensuite, une prise de sang sera parfois nécessaire pour chercher un problème de thyroïde, un problème de carence ou toute autre pathologie qui pourrait se voir sur une analyse sanguine. Parfois, en fonction des résultats précédents, le médecin prescrira d'autres analyses comme une imagerie telle qu'un scanner ou une coloscopie, mais ces examens sont rarement nécessaires en première intention. Maintenant qu'on est bien sûr que la constipation n'est pas due à une autre maladie qu'on pourrait traiter, il faut tout de même s'occuper de la soulager. Et là, malheureusement, je suis désolée de vous annoncer que personne ne pourra vous guérir. Guérir au sens de ne plus jamais avoir de maladie. La constipation chronique est une maladie qui évolue au fil des ans, qui peut s'aggraver ou s'amoindrir, mais qui ne guérit jamais. Oubliez donc toutes les pubs miracles qui vous vantent des jus, des jeûnes et autres méditations pour guérir. Ce sont des conneries. Ouais, même nous on n'osait pas dire que de jeûner pouvait guérir quoi que ce soit. Et pourtant on était grave branchés médecine douce et infusion de camomille. En revanche, il y a tout de même quelques petits conseils qui peuvent réduire les symptômes. Numéro 1, une bonne hygiène de vie est la pierre angulaire du traitement de la constipation. Alors je sais que c'est un peu flou dit comme ça, mais on va détailler ensemble ce qui marche vraiment. La première chose à faire, et ça semble assez évident quand on parle de problèmes digestifs, c'est d'adapter votre alimentation. Les aliments qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement de la constipation sont ceux qui sont riches en fibres. On recommande environ 15 à 40 grammes de fibres par jour pour un adulte. Vous pouvez trouver tous les aliments les plus riches en fibres sur le site SICAL qui est géré par l'ANSES. Vous avez tous les aliments avec leur composition et vous voyez ici que, par exemple, parmi les aliments les plus riches en fibres, on retrouve la nori, ce qui est l'algue qui entoure les maquis. Et puis on a les légumineuses, les amandes. Et contrairement aux idées reçues, le pruneau n'arrive que très mal classé, avec 5,1 g de fibres pour 100 g. Donc il faudrait se faire 500 g de pruneau pour avoir la même quantité de fibres que dans à peine 200 g de flageolets, puisqu'il y a 16,5 g de fibres dans 100 g de flageolets. Donc si vous souhaitez un apport considérable en fibres en diminuant la quantité, privilégiez les légumineuses, les céréales ou les fruits secs. Pour les fruits frais, ce sont les fruits rouges qui remportent la palme avec une moyenne de 5,3 g de fibres pour 100 g, donc vous pouvez consommer sans restriction fraises, framboises, myrtilles, mûres et autres fruits des bois. Attention, il est important d'augmenter progressivement votre ration en fibres dans votre régime alimentaire pour éviter les effets secondaires gênants de type flatulence et autres ballonnements. D'autres recommandations sont souvent appliquées, bien que les preuves de leur efficacité soient assez restreintes. Il s'agit d'une bonne hydratation et d'une activité physique régulière, avec comme explication que l'activité physique augmenterait la motricité intestinale et donc augmenterait la rapidité du transit. Malgré l'absence de preuves de ces affirmations, il ne semble pas aberrant de conseiller à qui que ce soit de boire 1,5 litre d'eau et de faire 30 minutes de marche par jour. Conseil numéro 2, il existe de très
très nombreux médicaments pour traiter la constipation. Les seuls qui sont recommandés en première intention sont les laxatifs osmotiques. Ils vont attirer l'eau du sang dans le tube digestif et donc vont augmenter le volume des selles, accélérant donc le transit. Les substances actives sont principalement le macrogol, mais également le lactulose, le sorbitol et le mannitol. Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer votre propre lavement pour déboucher vos intestins. Dans un grand plat, mélangez 1/8 de litre de miel et autant de moutons d'Égypte. Broyez le tout dans 1 litre d'eau de bête mouillie. Insérez dans le rectum, effet instantané garanti. Je vous jure que c'est dans ses écrits, mais par pitié, ne l'écoutez pas et laissez vivre les moutons. Conseil numéro 3, attention aux médicaments disponibles en pharmacie sans ordonnance et dont la télévision nous inonde de publicité. Ce sont certes des laxatifs, mais pas des laxatifs osmotiques, et leurs effets secondaires sont importants à court comme à long terme. Conseil numéro 4, dans tous les cas, si la constipation ne passe pas au bout de quelques semaines, consultez votre médecin traitant à la fois pour faire le point et rechercher d'autres causes de constipation et également pour qu'il vous prescrive un traitement mieux adapté. Voilà, vous savez maintenant tout sur la constipation, comment l'éviter et la traiter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus corsée. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!